Abdul Karim Bandé, le directeur général du cabinet Salomon Conseil, est des nôtres aujourd'hui en ce lundi. Avec lui, nous parlons de la thématique de l'insertion professionnelle à la promotion professionnelle. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour. Alors, première question, déjà pourquoi une telle thématique aujourd'hui de l'insertion professionnelle à la promotion professionnelle? Merci beaucoup. Je salue tous nos téléspectateurs, nos auditeurs. Beaucoup de retours de personnes qui nous suivent et tout ça, c'est encourageant. Et surtout pour nous, l'intérêt premier, c'est de savoir que ce qu'on partage ici aide et que ça permet aux personnes de s'améliorer dans ce qu'elles font au quotidien. Mais aussi, il faut revenir vers nous après pour aller plus loin, parce qu'aussi on vit de ça. Tout à fait. On est très fort pour dire félicitations, bravo, mais quand on a besoin réellement de consultation, de compétences d'un expert, les personnes souvent ne se souviennent pas qu'ils tirent beaucoup des échanges qu'ils ont, qu'ils écoutent. Donc ça aussi c'est une interpellation. Mais il y a aussi le livre. Ah ouais, qu'il faut acheter. Bon, le livre même, parce qu'après tout ce qui est acheté du livre, j'en fais des dons au passage. C'est pas des choses dont je vis, absolument pas. Pour moi, c'est vraiment réinvesti en dons. Ça reste quand même un investissement, parce que ce livre n'est pas le mien. Je ne suis que l'histoire qui a été racontée. Mais on pourra revenir là-dessus. D'accord. Alors, pour revenir donc à notre sujet, pourquoi une telle thématique? C'est en ligne droite de tout ce que nous faisons depuis un moment. Et une des questions qui revient, c'est la question même de la promotion plus loin. On a parlé il y a les 2 dernières semaines surtout de comment on se prépare justement à l'emploi. Le rôle des parents et tout. Exactement, des stages et tout ça. Et donc la suite, c'est forcément d'avoir un emploi et la suite, ça sera d'espérer avoir une promotion. Donc voilà un peu pourquoi nous posons ce thème, parce que beaucoup de travailleurs sont frustrés aussi du fait de stagner pendant 5, 6, 7 ans, 10 ans, ils sont au même poste et ça, c'est pas très productif. À la précédente émission, vous l'avez effleuré, vous avez dit que l'insertion professionnelle commençait déjà à l'école. Je n'ai pas insisté là-dessus, mais aujourd'hui, dites-nous pourquoi. Oui, parce que c'est un fait. Si vous n'avez pas, on l'a dit, j'insiste encore, ce n'est qu'un rappel, si vous n'avez pas les bases théoriques nécessaires, si vous n'avez pas développé les compétences à l'école, mais ça va être plus compliqué. L'entreprise ne cherche pas un diplôme. L'entreprise cherche une solution à un problème qu'elle a. Et vous devez arriver déjà dans un entretien de recrutement en étant cette solution. Comme le produit fini. Comme un produit fini. C'est ce qu'on veut, c'est un produit fini. Et même s'il faut l'améliorer, que ce soit de petits ajustements. Mais s'il faut des ajustements énormes, vous ne serez pas priorisé par rapport à quelqu'un qui est un produit fini. Et devenu ce produit fini se prépare à l'école et pendant le stage. De l'école à l'emploi, il y a le stage. Et le stage aussi contribue donc. Oui, il se prépare donc à l'école, qui est la partie théorique, et dans le stage. Et j'insiste, le stage fait partie de la formation. Le stage, ce n'est pas un emploi. C'est le processus de formation qui continue. Et la formation ne s'arrête pas. Parce que lorsqu'on voudrait une promotion, il va falloir encore apprendre de nouvelles choses. On n'arrête pas d'apprendre. Moi, je continue d'apprendre. Voilà, en fonction des défis qui se dressent devant nous, il y aura toujours de nouvelles choses qu'il faille apprendre. Donc, en fait, on n'arrête pas d'apprendre. Chaque connaissance que vous avez permet d'atteindre un palier. Si vous voulez aller à un palier plus élevé, il va falloir apprendre de nouvelles choses. Et ici, on parlera de ces nouvelles choses, de certaines de ces nouvelles choses dans le cadre de la promotion. Là-dessus encore, en commentaire sur les réseaux sociaux, quelqu'un affirmait que nous avions dit sur ce plateau que par rapport aux différents stages, tout dépendait du nombre d'années de stage en termes d'expérience professionnelle après, mais que l'État avait, à travers des lois, prédéfini le nombre d'années de stage, la durée d'un stage. Alors, il voudrait comprendre pourquoi est-ce qu'on insiste en disant qu'on peut aller jusqu'à 1 année de stage, à 2 ans de stage. Donc, est-ce que vous pouvez réexpliquer? Ça doit être un juriste qui a réagi, c'est des légalistes, c'est pas mauvais. Mais le stage défini, c'est dans une entreprise donnée, au sein d'une même entreprise. Et c'est pour ça que les entreprises vont renouveler les stages une fois et puis vous libérer. Et après, la même personne va vous dire qu'elle ne trouve pas de stage. Oui, parce qu'il faut aller dans une autre entreprise. La même entreprise, si vous devez rester plus longtemps, elle est obligée de vous recruter ou de vous donner au moins un contrat de prestataire. Donc, la loi ne s'applique que dans une même entreprise. Et j'ai dit, c'est la raison pour laquelle, au bout de 3 mois de stage renouvelé une fois, mais l'entreprise sera obligée de vous libérer. Même si elle avait envie de continuer à vous modeler pour son besoin, effectivement, la loi demande que le stage ne soit pas renouvelé plus d'une fois. Donc, elle va vous libérer, elle va donner la chance à quelqu'un d'autre aussi de la former, de la formater, et vous devrez aller ailleurs, ainsi de suite. Mais peu importe, si vous devez pas faire 4, 5, 6 entreprises, je vous dis, c'est nécessaire. N'arrêtez pas. Moi, ce que je dis, c'est un constat. Sur le terrain,
beaucoup de jeunes, une fois ayant fait un stage renouvelé une fois, ils commencent à se plaindre. Au lieu de rechercher un autre stage, ils arrêtent. Ou ils vont vers un métier qui n'est pas lié à leur formation, mais qui va leur faire gagner de l'argent. Et j'ai dit ça, c'est dangereux. À court terme, il n'y a pas de souci. Ça va te convenir. Mais dans la durée, tu vas rendre ton diplôme obsolète. Pour donner de la puissance à ton diplôme, pour lui donner de la vie, il faut du vécu, il faut de l'expérience. Alors, dites-nous, quelle est la place du CV dans l'insertion professionnelle? Alors, effectivement, lorsqu'on lance un recrutement, on a besoin, on va comparer, parce que l'entreprise va choisir entre plusieurs candidats. Et donc, pour ça, elle a besoin d'un outil de comparaison. Voilà pourquoi elle va vous dire de rédiger un CV. Alors, si votre CV est mal rédigé, vous prenez des risques. Parce que je vais regarder 10 CV, 20 CV. Plus le nombre de candidatures est très élevé, plus on va avoir moins de temps à porter sur un seul CV. Donc, il va falloir que votre CV soit le plus synthétique, le plus précis possible. Mais ce n'est pas la beauté du CV qui compte en réalité. En réalité, ce qu'on regarde, c'est l'expérience. Parce que dans toutes les annonces, on va vous décrire l'expérience dont on a besoin. On décrit le profil qu'on veut. C'est votre alignement à ce profil qui va vous donner l'opportunité d'arriver à l'entretien de recrutement. Parce que le CV n'est qu'une étape dans laquelle on va trier pour mettre de côté tous ceux, pas qui ne sont pas bons, mais tous ceux qui ne correspondent pas aux besoins de l'entreprise. Oui. Est-ce à dire que la richesse du CV ne dépend pas du nombre de pages de ce CV? Non, pas du tout. D'ailleurs, il faut éviter aujourd'hui de faire des CV trop longs. Quelqu'un qui va aller rappeler son primaire, il a fait le CP1, qu'est-ce qu'on a à faire? Il faut aller sur les informations les plus importantes. Et c'est comme un appel d'offres. C'est vrai que beaucoup de jeunes ne savent pas trop ce que c'est. Mais quand l'entreprise, l'État ou des institutions lancent leurs besoins en prestataire pour répondre à leurs problématiques, mais le prestataire va prendre d'abord le dossier d'appel d'offres, chercher à le comprendre pour monter son offre en fonction. C'est la même chose. Je lance une offre de recrutement. Tous les candidats doivent prendre le temps de lire l'offre de recrutement, s'assurer que l'offre leur correspond. Si ça ne vous correspond pas, si l'écart entre vous et l'offre est trop grande, mais la probabilité qu'on vous retienne sera mince. D'accord? Donc, l'écart entre vous et l'offre, et travailler à ce que votre CV soit aligné. Je donne un exemple de beaucoup d'erreurs que beaucoup de jeunes font. On lance un recrutement, on dit qu'on veut une licence. Il a un master. Il met son master dans le CV. Normalement, il n'est plus qualifié. Parce que je n'ai pas demandé un master. Ah bon? J'ai demandé une licence. Mais ça suppose déjà qu'il est passé par la licence. Oui, mais le problème, c'est qu'il vient de manière surqualifiée par rapport à mon besoin. Oui, je ne suis pas censé le prendre. Moi, j'ai un poste opérationnel. Je veux quelqu'un pour exécuter des tâches opérationnelles. Tu viens avec un master, tu m'annonces que tu as déjà des capacités en théorie managériale. Il y aura deux problèmes. Soit je te mets sous quelqu'un et puis tu commences à réclamer, à challenger son autorité, alors que moi, je n'ai pas besoin de créer du conflit dans mes équipes. Moi, je veux quelqu'un qui saura se soumettre à une autorité. Parce que c'est ce que j'ai pour le moment, c'est mon besoin. Alors quand tu mets ton master, je vais m'inquiéter. Est-ce que ce gars ne viendra pas pour prétendre justement au poste de son supérieur hiérarchique? Parfois, le supérieur hiérarchique n'a même pas le master lui-même. Est-ce qu'il aura envie d'avoir en dessous de lui quelqu'un qui a un master? Vous prenez un risque. Conformez-vous à ce qui est demandé. Ce n'est pas un avantage de présenter plus de diplômes. Ce qui aussi est vu souvent dans les entreprises et surtout dans l'administration publique, le gars il vient, après il revendique un salaire à la hauteur de son master. Mais l'entreprise n'a pas demandé un master. Quand elle lance une offre, elle a pris le temps de regarder son budget, sa situation financière. Parce que le diplôme avec lequel vous venez va avoir un coût pour elle. Donc si vous venez après avec votre master, elle n'a pas demandé ça. Vous le faites pour vous, vous le gardez, il pourra vous servir, mais pour l'heure, on n'a pas demandé. Donc vous ne pouvez pas venir revendiquer une réqualification en fonction du fait que vous avez un master. Donc ce n'est pas très stratégique d'annoncer son master. À côté du CV qui est demandé lorsqu'on souhaite postuler un emploi, il y a aussi la lettre de motivation. Quelle est, elle, sa particularité? Alors, en fait, c'est un filtre. On lance un processus de filtrage. Parce qu'on va recevoir beaucoup de demandes. Je veux recruter une seule personne. Je vais recevoir 80 dossiers. Comment je fais pour trier dans les 80 dossiers et m'assurer, parce que ce que je veux à la fin, ce n'est pas juste un diplômé ou un travailleur supplémentaire. Je veux quelqu'un dont je serai sûr qu'il va venir résoudre mon problème. Donc je vais mettre des filtres, des barrières pour éliminer au fur et à mesure. Le premier filtre, c'est les contraintes de diplôme, d'expérience et autres que je mets qui me permettent de laguer. Dès que je prends les dossiers, je vais les analyser et comparer. Ceux qui ne correspondent pas à mon attente, je vais les mettre de côté et ne garder que tous ceux qui correspondent déjà à mon attente. À partir de ce moment-là, je vais regarder la lettre de motivation.
Parce que je peux trier 80 dossiers, j'ai toujours 40 dossiers sous la main. Ok, je vais aller sur les lettres de motivation. Quand je regarde les lettres de motivation, je peux me rendre compte que certains, parce que la lettre de motivation va me montrer votre construction intellectuelle, comment vous écrivez, comment vous raisonnez. Souvent, on va vous demander de faire ça manuscrite, parce qu'on veut analyser votre graphologie, essayer de lire votre personnalité à travers votre écriture. On va voir votre cohérence. Qu'est-ce qui vous fait que vous voulez être là? Donc, plus votre lettre va m'accrocher, va accrocher le recruteur, plus il aura envie d'aller plus loin, de vous découvrir. Oui, donc premièrement, c'est votre expérience et les critères qu'on a définis dans le dossier qui sont éliminatoires. Deuxièmement, on va regarder le CV. Est-ce que l'expérience... On va même parfois appeler vos anciens recruteurs. Ce que vous avez déclaré là, vous dites non, j'ai travaillé à tel endroit, j'ai occupé telle fonction, mais on va les appeler pour savoir est-ce qu'effectivement vous connaissez un tel, est-ce qu'il a... Et c'est là où des gens souvent ont des faux et qui peuvent vous rattraper. C'est très dangereux de mettre une fausse information dans votre CV. C'est très dangereux. Il faut l'éviter parce que c'est vraiment un faux. Donc ensuite, la motivation, on va regarder la cohérence, qu'est-ce qui vous donne envie de nous rejoindre. Et puis, si vous passez cette étape, on va vous inviter à un entretien de recrutement. Il y a aussi le profil psychologique. Je ne sais pas si c'est appliqué par un certain nombre d'entreprises au Burkina, mais d'expérience à Dakar, et il est courant où on demande le profil psychologique, et c'est sur la base de ce que vous faites sur les réseaux sociaux, de vos likes, de ce que vous avez l'habitude d'afficher. Est-ce que c'est aussi courant au Burkina? Absolument. Déjà, vous ne verrez jamais un entretien, une offre de recrutement où on ne décrit pas les qualités. Les qualités vous montrent tout de suite ce qu'on attend en termes d'attitude du collaborateur. Et je peux vous dire que c'est le plus gros problème. Et les gens ne se rendent pas compte. On va vous dire c'est un poste où on veut une personne qui sait travailler sous pression. Comme il veut juste un emploi, il va négliger ce paramètre travailler sous pression. Alors que c'était un job. Prenons le job de journaliste. Où tu n'as pas de jour où, quand les jours sont en fête, toi tu travailles. Tout à fait. On te dit que oui, on a besoin de quelqu'un qui travaille sous pression et qui ne tient pas compte de jour. Toi tu as un problème avec ça. Et tu viens postuler pour faire quoi? Tu penses que l'entreprise va s'adapter à ton besoin? Non, c'est toi qui dois t'adapter à son besoin. Elle n'est pas là pour répondre à ton besoin. C'est toi qui viens répondre à son besoin. Voilà, donc la partie psychologique, c'est-à-dire l'attitude qu'on attend, le caractère, la culture est très fondamentale. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. Et les comportements qu'on a sur les réseaux sociaux, parce que je dis c'est facile, hein, il me suffit de taper votre nom dans Google et puis j'aurai des données sur vous, sur ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. Donc ce n'est pas un espace où il faut aller s'amuser d'ailleurs. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'il y aura des recherches qui vont être faites selon le poste et l'enjeu qui vont être faits sur vous. Donc attention à ce que vous laissez comme trace, comme histoire sur les réseaux sociaux et partout où vous passez. Quel est le rôle et la conduite justement cette fois-ci de l'entretien de recrutement? Alors, durant l'entretien, et ça je vous rassure, ce qu'on écoute, c'est pas ce que vous dites. C'est pas du tout ce que vous dites. C'est là où on va mesurer vos vraies valeurs. En tout cas, un bon recruteur. Oui, beaucoup de gens, on vous demande, est-ce que vous êtes rigoureux? La plupart des gens vont vous dire oui. Qui va vous dire qu'il n'est pas rigoureux? Donc, si on doit s'en tenir aux mots, ben, on prendra tout le monde. Mais dans vos propos, on va voir la sincérité de vos propos. On va vous mettre en situation. Moi, j'aime bien poser la question de savoir, donne-moi une situation où tu as fait preuve de rigueur. Tu dis que tu es rigoureux. Donc, normalement, tu dois être capable de me dire, de me décrire une situation. Et quand je vois que ce que tu décris comme preuve de rigueur n'est pas assez, je comprends que tu ne sais pas ce qu'on appelle rigueur. Travailler sous pression. Ok, dis-moi, décris-moi un environnement où tu as été sous pression et comment tu as réagi. Le gars, il n'a rien à... En fait, il ne sait pas de quoi il s'agit. Parce qu'on veut que tu nous parles de toi. D'accord? Et donc, dans un entretien de recrutement, je vous assure, l'élément le plus important, c'est votre assurance. Allez-y avec beaucoup d'assurance. Il faut préparer cette assurance-là. Quand vous avez du stress, ça va brouiller votre game. Beaucoup de gens compétents échouent à cause du stress. Parce qu'après, ils ne peuvent plus répondre, ils sont paralysés. Il faut vraiment vous préparer avant d'aller à un entretien de recrutement et il faut travailler votre stress. C'est votre assurance qui va parler plus que les réponses techniques que vous pourrez donner aux problématiques qui vous sont posées. Alors, les choses sont aujourd'hui en train de changer, mais pendant longtemps, la réalité est que les processus de recrutement se sont faits sur la base de ce qu'on appelait les bras longs. Mais, moi, j'y crois pas trop. Hein. Alors, les bras longs sont vrais pour des postes opérationnels peut-être, des postes sans enjeu. Qui va mettre un bras long, qui va utiliser un bras long pour eux? Et je parle des entreprises. Hein. Justement. Les entreprises, l'administration publique
pendant longtemps, vraiment, avec le régime actuel, les questions changent. Mais pendant longtemps, l'administration publique n'était pas orientée rentabilité. Elle est orientée sociale. Et du coup, sa dimension sociale et politique pouvait expliquer effectivement qu'une personne soit à un poste, non pas parce qu'il produit des résultats, mais parce que justement, il sert des desseins sociaux ou politiques. Mais aujourd'hui, ça a totalement changé. Là, on est orienté résultat, et ce qui est une bonne chose d'ailleurs, parce qu'on a de plus en plus un service public qui est orienté client, qui est orienté productivité, etc. Ce qui est une bonne chose. Mais le privé, lui, c'est son ADN. Le privé existe parce qu'il est rentable. Et lui, il est très peu porté à être dans du favoritisme. Il sera dans du favoritisme pour des fonctions très opérationnelles, sans enjeu. Donc, votre bras long peut vous aider certainement à avoir un poste sans compétence, bien sûr, à court terme et sans enjeu. Mais quand vous allez devoir grandir, le bras long va être moins important. Hein. Il va être très, très, très peu important. De l'autre côté, beaucoup de gens expliquent leur non-promotion par le fait que d'autres ont juste un bras long. Là aussi, c'est un peu facile quand même. Alors, si on prend deux personnes qui sont en compétition, l'un est bon, ils sont au même niveau technique, et puis l'autre a un bras long en plus, ben forcément, le bras long devient un avantage supplémentaire. À niveau de compétence égale, ou dont la différence n'est pas élevée, il y a une subjectivité du recruteur qui va être engagée. Donc, si vous êtes très bon, et que vous ne construisez pas aussi des longs bras, mais forcément vous allez avoir, voilà, si vous vous retrouvez devant quelqu'un qui est aussi bon que vous et qui a en plus un bras long, le recruteur sera subjectif. Voilà, donc déjà il faut travailler sur sa compétence technique, mais il ne faut pas non plus oublier de travailler sur la longueur de son bras, parce que le réseau aussi va compter. Alors, dites-nous, est-ce légitime pour quelqu'un qui a passé 2, 3 ou 5 années dans une entreprise de commencer à espérer une promotion? C'est tout à fait légitime. C'est même 5 ans déjà, ça commence à devenir tardif à mon avis. 5 ans, c'est tardif. Hein, c'est légitime, mais ce n'est pas un droit. L'erreur de beaucoup, c'est de croire que comme j'ai duré, j'ai droit à la promotion. La promotion n'est absolument pas un droit. Comme j'ai telle année d'ancienneté et tout. Non, ce n'est pas un droit. Ça se gagne, ça s'arrache, ça s'obtient. Et donc, ce n'est pas du tout un droit, mais c'est légitime. Parce que si vous stagnez, en réalité, c'est comme l'argent que vous mettez dans un compte bancaire. En fait, il diminue, il perd de sa valeur automatiquement, puisqu'il y a de l'inflation. Quand l'inflation vient, vous avez mis votre argent en banque 10 ans après, oui, il a pris de l'intérêt, mais l'inflation est toujours plus élevée que le taux d'intérêt qui va rémunérer votre argent. Donc, au bout de 10 ans, votre argent a moins de valeur que vous pensez qu'il a, à cause de l'inflation. De la même manière, si vous restez en poste pendant 5 ans, 10 ans, le coût de la vie monte. Les autres croissent. Les autres collaborateurs, vos amis d'école et autres, ils continuent de grandir là. Et donc à un moment donné, vous allez vous rendre compte que, mais en fait, finalement, rester au même poste n'est pas productif. Et l'entreprise n'en a pas besoin, hein, d'ailleurs. Les entreprises ont besoin de performer, de s'améliorer. Et l'entreprise ne s'améliore pas comme ça, elle s'améliore parce que les collaborateurs à l'intérieur s'améliorent, parce qu'ils grandissent. Sinon, comment on ouvre des filiales, comment on se projette plus loin. Voilà, donc oui, c'est légitime, mais ce n'est pas un droit. Il faut arracher sa promotion. Finalement, dans la promotion professionnelle, quelles sont les conditions pour espérer une promotion? Est-ce qu'il suffit d'être bon dans son domaine? Merci pour la question. C'est l'une des questions du livre d'ailleurs. 6 compétences à développer. Techniquement, je connais la plupart même des gens techniques sont frustrés à cause de ça. Parce qu'ils sont très bons et ils se contentent d'être que techniques. Si vous n'êtes que technique, vous n'allez pas avoir de promotion. Vous allez maintenir votre emploi, mais vous n'aurez pas de promotion. La technicité, c'est très important. Être un bon comptable, être un bon vendeur, il y a quoi d'autre encore? Être un bon technicien, un bon informaticien, c'est bien, mais ça ne donne pas de promotion. Quelles sont les autres aptitudes qu'il faut développer à côté? Alors, l'autre chose, déjà quand vous devenez chef de service, directeur, DG, ça suppose que vos capacités managériales sont plus importantes. Alors que vous savez vous diriger vous seul. Mais on ne vous voit pas, déjà en tant qu'agent, être capable de diriger d'autres. Si on vous nomme chef de service, l'essentiel de votre job ne sera plus de faire des tâches opérationnelles, mais de travailler sur des hommes. Mais vous ne développez pas cette habileté à l'idée à manager d'autres personnes. Mais on ne peut pas faire de vous un chef. On ne peut pas, vous allez tuer votre département. Et ça a été l'erreur dans beaucoup d'organisations. Le gars est très bon dans son job, donc on fait de lui un manager. Mais ce n'est pas un manager.
Parce que dès l'instant qu'on vous nomme à un poste de responsabilité, votre activité technique va baisser au profit de vos capacités managériales. Donc, il faut déjà commencer, depuis qu'on est agent, à se soucier de développer ses capacités managériales. Pas des formations, mais aussi beaucoup par la pratique. Prendre des responsabilités, piloter des équipes, pour voir comment ça se passe et comment on arrive à faire travailler des gens, parfois au-dessus de nous ou de même niveau, parce que c'est très compliqué de faire bosser les gens. Hein. C'est très compliqué et plusieurs échouent. Ils créent des départements dans lesquels il y a beaucoup de frustration, de la démotivation et finalement le travail n'avance pas. C'est un métier à part entière, c'est une compétence à part entière, donc compétence managériale. Mais l'élément central, c'est-à-dire entre deux personnes techniques qui ont la compétence managériale, en réalité, le vrai levier de promotion repose sur la confiance. Aucun patron, même vous-même, nous tous, personne d'entre nous, ne confiera des questions d'enjeu à quelqu'un à qui il n'a pas confiance. Et peu de personnes investissent dans la relation de confiance avec leur hiérarchie. Ils pensent que c'est automatique. C'est parce que quelqu'un t'a recruté qui te fait confiance. De la même manière que tu as besoin, Maslow en parle dans sa pyramide, tu as besoin d'appartenance, tu as besoin qu'il t'associe aux décisions, mais lui, il a un besoin d'estime. Il faut aller répondre aux besoins d'estime de ta hiérarchie, il faut créer du lien avec lui. Alors que beaucoup, ils se contentent de faire leur job, le soir ils descendent, ils sont partis. Ils ne construisent pas de relation avec leur supérieur hiérarchique. Et la clé des clés pour la promotion, c'est la confiance. Alors, vous avez rejeté tout à l'heure la thèse des bras longs, ce qui existait pourtant. Merci. Aujourd'hui, beaucoup non seulement parlent de cette thèse de bras longs, mais il y a aussi la thèse du canapé, la thèse du WAC, c'est une réalité dans nos entreprises publiques et tout, et la thèse de la prière pour la promotion, finalement. Ouais, effectivement. Bon, est-ce que, d'ailleurs, c'est une des compétences du livre, hein, la dimension spirituelle. Parce que quand on parle du WAC, quand on parle de la prière, en réalité, c'est quand on veut aller chercher dans la dimension spirituelle, on n'a pas les mêmes voies spirituelles. C'est des réalités de nos entreprises publiques. Absolument. Mais est-ce que c'est là, c'est par là la promotion devrait? J'arrive, c'est un tout. Comment, prenons la prière. La prière, c'est une sorte d'eau qu'on utilise pour arroser si je fais une analogie entre une plante et l'objectif qu'on poursuit, si vous arrosez la terre vide, vous n'avez pas semé et vous arrosez, c'est des herbes qui vont pousser, c'est des épines. La prière, c'est une sorte d'eau avec laquelle on arrose notre vie. C'est parce qu'il y a une compétence que la prière elle va avoir de l'efficacité, n'est-ce pas? C'est parce que moi j'ai quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. De loin, j'ai observé un monsieur, une icône comme ça, comme Umaru Kanazoué, qui était l'homme le plus riche à une époque du Burkina Faso. Et une des histoires que j'ai entendues autour de lui, c'est que ce monsieur-là, il y a eu même un documentaire où il devait faire une route et il est allé avec son Walkman. Et le Walkman devait tester les sols, quel est le sable, la terre la mieux adaptée pour faire la route. Mais c'est pas un gars qui dormait, c'est pas le Walkman qui faisait son travail après, c'est lui qui job. Et j'avais entendu de lui que le monsieur pouvait aller sur un chantier. Il s'évanouit, il était déjà vieux, plus riche au Burkina. Il s'évanouit sur le chantier. On envoie un hélicoptère le chercher, on va le soigner. Quand il est guéri, il revient. Il revient sur le chantier, il ne reste pas chez lui à la maison. Ça veut dire qu'il travaille. Oui, donc oui au WAC, mais le WAC là doit venir reposer sur quelque chose qu'on fait déjà. Voilà. C'est un acquis. Si tu crois au WAC, fais-le. Mais si tu fais du WAC sans travail, je ne vois pas ce que ça va t'apporter. Si tu fais du WAC sans construire du lien avec ta hiérarchie, je ne vois pas ce que ça va t'apporter. Si tu pries, tu jeûnes, tout ce que tu veux, nos carrefours sont vraiment minés. On a besoin de chaque matin quand on est au boulot. Soit si c'est ce dans quoi tu crois, mais après, il faut travailler. Je ne pense pas qu'on puisse occulter le travail au détriment de la prière, du WAC, des zikrs, tout ce qu'on peut imaginer. Non, on travaille d'abord, on développe les compétences et je crois que ça vient comme des plus justement pour booster ce que nous faisons déjà. Alors, in fine, quelle est la place du diplôme dans le cadre de la promotion professionnelle? Je rappelle que le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. Ce n'est pas le diplôme qu'on doit rechercher quand on est à l'école. Ce qu'on doit rechercher, c'est la compétence. Le diplôme, il vient après, vous faites 3 ans d'études et puis enfin on vous donne une licence. Si c'était le papier, pourquoi on ne vous l'a pas donné au début? Donc vous venez suivre des cours, vous rencontrez des professeurs, vous faites des travaux, c'est ça qui est important. Mais si on se focus sur l'obtention du diplôme, on va passer à côté. C'est les compétences. Et c'est les compétences qui vont bâtir votre carrière, on ne cesse de le dire. C'est une affaire de compétences. Mais j'ai envie de rebondir sur la question des bras longs. Parce que quand je parle de confiance, effectivement la confiance finit par ressembler à du bras long. Quand je crée un lien avec mon patron et qu'il me fait confiance, il est devenu un bras long pour moi. Donc il nous faut. Mais ce n'est pas un bras long qui est basé sur rien.
c'est un bras long qui est basé sur une expertise. J'ai une expertise, j'ai une capacité, mais tout homme a envie d'être sûr, parce qu'on n'est jamais sûr à 100% de la capacité de quelqu'un à résoudre mon problème. Mais si j'ai un lien avec toi, je te connais, je sais ce que tu es capable de faire ou pas. Oui, aujourd'hui, je suppose que toi, quand tu sais que je dois venir sur le plateau, tu ne te poses même pas de questions, tu n'as pas de doute, tu n'as pas d'inquiétude, puisque tu sais que c'est moi qui vais te relancer avant. Mais peut-être que le premier jour je dois venir là, tu n'es pas en paix. Tu dis, mais est-ce que ce gars va venir? Est-ce qu'il va tenir son engagement? Tu as du stress. Mais aujourd'hui, la confiance, le lien qui est établi fait qu'on dit non, si c'est bandé, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce qu'il y a eu un investissement qui crée cette relation de confiance-là. Mais si vous n'investissez rien, les gens n'auront pas confiance en vous. Mais quand on a confiance en vous, on ne se pose plus de questions, on n'est plus inquiet. Quand un sujet vous concerne, on n'est plus prompt justement à être subjectif, à moins regarder. Et c'est ça l'avantage. Bras long pour bras long, ça ne servira à rien. Il y a des gens qui connaissent du monde ici, ils vous montrent leur carnet d'adresse, mais ça leur profite en rien, parce qu'ils n'ont pas les compétences derrière pour soutenir l'utilisation de ces bras longs-là. On manque de temps, mais c'est important que je le rappelle. Quand on parle des bras longs, quand on parle de ce qu'on crée comme environnement avec ses supérieurs hiérarchiques et tout, dans les entreprises publiques par exemple, il n'est pas rare de voir que cette manie, cette façon de créer justement ce lien, c'est à travers du racontage, c'est à travers le fait de discréditer le collègue ou l'autre vis-à-vis de l'employeur pour espérer des faveurs. Non, je ne crois pas que ça marche dans la durée. Quand j'avais cette posture, moi je ne l'ai jamais fait de toute ma carrière, je n'y crois pas du tout. Je n'en demande pas non plus à mes collaborateurs. Mais quand vous voyez quelqu'un qui fait ça, mais le même patron s'inquiète aussi de lui, hein, parce qu'il n'est pas fiable, dit pour les autres, dit pour lui. Puisqu'au même moment, il est bien conscient que de la même manière qu'il est prompt à livrer les autres, il sera aussi prompt à le livrer lui-même. Donc, en fait, tu finis par devenir un instrument dans sa main. Il ne croit pas en toi, il ne peut même pas avoir confiance, c'est pas possible. Tu ne seras que utilisé quand tu es dans cette posture-là. C'est vrai, il y avait des dirigeants peut-être à une époque qui avaient besoin d'utiliser d'autres personnes. En ce moment, oui, tu n'as plus de volonté. Tu es devenu un outil dans la main de quelqu'un. Et ça, je ne suis pas sûr que c'est une posture dans laquelle on sera heureux. Mais en même temps, qu'est-ce qui amène souvent les dirigeants à ressentir le besoin de diviser leurs équipes? C'est le manque de feedback. Regardez, vous mettez une équipe en place qui a des niveaux hiérarchiques. Il y a des collaborateurs que vous ne voyez même pas. En 30 secondes. Et ces derniers-là, quand il y a des problèmes, ils se protègent, ils cachent les informations, ils cachent les problèmes. C'est quand ça devient grave que vous apprenez. Mais qui paye la facture? C'est vous. Et donc finalement, beaucoup de dirigeants, dans le souci de savoir ce qui se passe en bas, se sentent obligés de diviser leur équipe. C'est quelque part aussi la responsabilité du personnel d'être plus ouvert, de faire de la remontée d'informations. Dernier mot, Abdelkarim Bandé. Ça a été un plaisir et à la semaine prochaine. Merci à vous, merci d'avoir accepté cette invitation, et invitation que vous acceptez tous les lundis d'ailleurs. Merci grandement. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs, c'est fini, ainsi se referme ce premier numéro de la semaine du DEJ à Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina. Bonne semaine.